Nous sommes donc ici au sein de l'Assemblée nationale française, c'est à Paris, et nous sommes venus à cet événement-là, le SEC Nyiragongo, qui est un événement qui est porté par la diaspora congolaise, et cette diaspora congolaise-là a envie de changer les choses. On a été invité donc par le responsable de cet événement, mais au cœur de l'événement, il y a Monsieur Junior Mbouyi qui présentait son livre. Donc il est là, il a parlé en fait dans cet événement-là de l'essor de l'économie congolaise. Qu'est-ce que l'économie congolaise peut apporter au sein du Grand Lac, mais entièrement au sein du continent africain. Donc suivez-nous et vous verrez la suite dans cet élément. Je remercie effectivement la diaspora congolaise qui a été aujourd'hui mobilisée pour la première édition des Palabres du Cercle. Donc ce panel effectivement fut très intense, très riche, avec des interlocuteurs divers et variés. Nous allons parler du Congo aujourd'hui, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. D'ailleurs, merci d'être venus aussi nombreux. On va parler du Congo parce que le Congo est un beau pays. Le Congo est dans l'actualité actuellement parce que, comme vous pouvez le savoir, il y a la guerre au Nord Kivu. On va parler du Congo, mais pas comme on en parle dans l'actualité. On va parler du Congo de manière positive. Et on va s'appuyer sur le livre de Junior Mbouyi, qui a écrit une super puissance africaine en devenir, la RDC. La RDC a été classée par un organisme qui est le GAFI, qui est le groupement d'action financière, qui est en fait de l'OCDE, comme étant un pays sur la liste grise du GAFI. Et ça a un impact direct. Junior, si vous pouvez juste rappeler... Alors, le GAFI, c'est le groupement d'action financière. Hein, donc c'est un organisme qui dépend de l'OCDE et qui classifie les pays en termes de tout ce qui est lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme. Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme. Si. Juste, ce sont les aléas du direct, c'est bien la preuve que nous ne sommes pas en différé. Dans 2 minutes, ça va être réglé. Est-ce que tu vas rester à ton micro? C'est bon. Chaque année, la diaspora congolaise s'affirme un peu plus. En France, nous sommes de plus en plus nombreux à occuper des fonctions dans chaque strate de notre pays d'accueil. Nous n'en oublions pas pour autant notre pays d'origine et souhaitons contribuer, à notre échelle, à l'édification d'un Congo stable, fiable, qui soit un modèle pour l'Afrique. Au travers des commissions, le Cercle Nyiragongo propose des solutions innovantes, quantifiables et pérennes, visant à résoudre les problèmes quotidiens pour lesquels la République démocratique du Congo a besoin des projets clés en main. Nous souhaitons pouvoir prendre notre part des opportunités que cette nouvelle ère propose, parce que nous sommes aussi les acteurs de notre réalité. Nous sommes un collectif réuni dans un même objectif, réussir pour présenter un autre projet pour notre RDC. Rejoignez-nous, rejoignez le cercle. Donc avant toute chose, je tenais au nom du Cercle Nyiragongo à remercier très chaleureusement le député Carlos Martins Bilongo et sa directrice de cabinet. Vous pouvez applaudir s'il vous plaît, Clément Galac, qui nous ont permis justement d'organiser cet événement au sein de l'Assemblée nationale et à ce que ces échanges puissent se dérouler dans les murs du Palais Bourbon qui est l'épicentre de la démocratie française. Donc également, je tenais à remercier les panélistes qui se sont déplacés et notre modératrice, que nous allons commencer par saluer. Donc Gina, merci à toi d'être présente. Cher Olivier, merci à toi d'être présent. Professeur, merci à vous d'être présent. Stéphane, merci à toi. Et Junior également, merci d'avoir pris votre temps et de vous être mobilisés rapidement et massivement pour participer et modérer, en tout cas, être les acteurs de cette première édition des Palabres du Cercle. Aujourd'hui, il est impossible de pouvoir faire des opérations de virement de la RDC vers l'extérieur ou vice-versa. Pourquoi? Parce que le fait d'être placé dans cette liste, on est tout de suite bloqué. Et ça, imaginez-vous pour les grands groupes internationaux qui voudraient venir s'installer en RDC et qui ont des filiales un peu partout dans le monde,
le fait de pouvoir faire des opérations et remonter des capitaux dans leur pays d'origine, c'est impossible aujourd'hui. Donc c'est un vrai frein. Et l'étiquette qui est collée à la RDC, d'avoir ce classement dans cette liste, automatiquement ça impacte la confiance. Et s'il n'y a pas de confiance dans un pays, les investisseurs ne viennent pas. À côté de ça, il y a des éléments, des efforts qui doivent être produits au niveau des gouvernements, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui touche au juridique, qui accompagne les entreprises, puisse aussi fonctionner. Car si on n'a pas un cadre légal et juridique qui accompagne et qui facilite l'investissement étranger, c'est difficile. Et je dis que c'est un vrai enjeu. Pourquoi? Parce qu'on parlait de la démographie. La RDC, d'ici 25 ans, ça va être 200-240 millions d'habitants. Donc c'est une population qui va être jeune, donc moins de 25 ans. Donc il faut que le gouvernement anticipe tout ça, il faut qu'il mette en place tout un tas de politiques pour créer de l'emploi, créer de la valeur, et pour qu'on puisse justement donner l'emploi à toute cette jeunesse qui va émerger. Parce que 25 ans, c'est demain. De recevoir M. Junior Mboui à l'Assemblée nationale à la suite de son livre, à la suite de l'ensemble des thématiques qu'il porte, parce que ce sont des enjeux cruciaux qui sont d'ici à l'horizon 2030, 2040, 2050, qui pour moi est demain, avec les enjeux qui sont liés à la transition écologique. Et c'est des tourments qu'on doit prendre au vu de la démographie africaine et de l'avenir qui est lié à la région sud, et aussi l'apport de la place de la diaspora sur ces questions-là, parce qu'aujourd'hui, il y a cette synergie, cette adaptation, cette compréhension des enjeux que nous, enfants de la diaspora, nous arrivons à capter. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire, à travailler, et de par ce genre de panel, de réflexion collective, on arrivera à faire de grandes choses ensemble. Voilà. Nous allons user de toutes les voies diplomatiques et y compris judiciaires pour empêcher, faire annuler ce MOU qui a été signé. C'est peut-être un MOU, me dira-t-on, mais c'est déjà un très mauvais début qui indique que l'Union européenne est très mal engagée parce que c'est comme si elle nous faisait la guerre par procuration. Et ce genre d'encouragement, moi j'appelle ça encouragement donné aux voleurs, c'est un encouragement qui est très dangereux pour la paix dans la région. Je voudrais rebondir sur deux points, sur la question rwandaise. Évidemment, on est tous choqués par cet accord que l'Union européenne a signé avec le Rwanda. Il s'agit d'un Memorandum of Understanding. Alors je ne sais pas si au niveau juridique ça a le même poids que les accords classiques. Mais ce que je voudrais dire au fait que l'Europe, dans son intérêt évidemment, cherche évidemment à conclure ces types d'accords pour s'assurer l'accès aux minerais stratégiques. Et elle a proposé ce type d'accord même à la RDC, il ne faut pas l'oublier, c'est le point sur lequel je voudrais... L'Europe a proposé ce type d'accord en RDC et on était en négociation jusqu'en 2022. L'accord a capoté, alors je ne sais pas si ça a commencé,
à l'époque de l'ancien président, et ça a été continué après, mais l'accord a capoté. Alors la vraie question, c'est pourquoi cet accord a capoté. Donc il faut quand même garder ce point d'information-là qui est quand même important. C'est-à-dire, ils n'ont pas fait ça derrière notre dos. On était vraiment au courant, on a proposé à d'autres pays comme la Zambie, la Tanzanie et tout ça, et je pense que quelques pays africains ont signé le même type d'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je voudrais faire un commentaire, c'est sur la richesse potentielle du Congo. En fait, les panélistes l'ont dit, mais il faut dire les choses clairement. Tshisekedi, quand il prend le pouvoir, il dit en lingala, Mbokao Basilate Kango, ça ne nous appartient pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que, évidemment, nous avons des minerais et tout ça, mais tous les accords dans les secteurs miniers que l'ancien régime de Kabila a signé sont très déséquilibrés et ne permettent pas à l'État d'avoir des rentrées fiscales nécessaires pour pouvoir avoir les moyens d'investir dans les infrastructures. La vraie question est là, mais là il faut les revisiter et tout ça, mais c'est un vrai combat, je veux dire, c'est une vraie lutte, quoi. Donc le pays est riche, mais il se trouve que les secteurs miniers a été bradé. Cobalt, cuivre, étain, tungstène, diamant, or, l'industrie électronique est très gourmande en matières premières et leur extraction est en partie effectuée dans des pays comme la République démocratique du Congo, qui recèle d'immenses ressources naturelles. Ce pays possède par exemple plus des 2/3 des gisements mondiaux de coltan, autre minerai indispensable à la fabrication des condensateurs de nos portables, tablettes, ordinateurs, caméras et consoles de jeux. À plus de 100 $ américains le kilo, il s'agit d'une véritable manne quand on sait que quelques 80% des 7 milliards d'habitants de la planète possèdent aujourd'hui un téléphone portable. Cette fortune potentielle est menacée. Le coltan en particulier ensanglante depuis plus de 15 ans les provinces du Nord et Sud Kivu et du Maniema, où 80% des exportations échappent au contrôle de l'État. Des groupes rebelles, des milices locales et des militaires exploitent illégalement les mines de coltan pour financer leurs activités et acquérir des armes. Pour l'extraire, ces parties belligérantes recourent à une main-d'œuvre forcée et soumettent la population civile à des actes de violence et d'extorsion systématiques. Le coltan quitte ensuite la RDC via le Rwanda ou le Burundi. De nombreux fabricants se sont engagés à ne pas utiliser le minerai provenant de filières en zone de conflit, allant même jusqu'à créer leur propre canal d'approvisionnement, comme l'américain Intel. Mais le nombre d'intermédiaires de l'extraction à l'utilisation finale est si grand qu'il est impossible d'en vérifier sa provenance. C'est vrai que le Congo attire toutes les lumières, mais également la Zambie parce qu'ils ont quand même le même sous-sol. Et on constate aujourd'hui que la Zambie, en fait, elle arrive à prendre partie de la volonté des États-Unis de mettre en place des projets d'infrastructure. Et moi, j'ai été à un événement qui s'est déroulé à Kinshasa, qui avait pour but de mettre en place une zone économique spéciale pour développer l'industrie des batteries. Il n'y avait aucun ministre de King, il y avait le ministre zambien des mines, mais il n'y avait pas de ministre congolais. Et donc du coup, moi la question que je pose, c'est comment est-ce que au Congo, moi je suis mariée à un Congolais, donc je suis Congo par belle famille, comment le Congo peut justement prendre... justement bénéficier de c'est triste, Stéphane Ramon, vous l'avez dit, de ces guerres entre différentes puissances, mais en réalité il y a quand même des opportunités qui ressortent de cela, et on voit que finalement le Congo n'en tire pas parti, et donc peut-être c'est ma question pour toi, Junior. Voilà. On a pu aborder les différentes thématiques autour de la RDC, le conflit qu'on a aujourd'hui à l'Est, la problématique d'éducation et tous les mots en fait qui freinent ce pays pour devenir demain une superpuissance africaine. C'est des voyez maintenant, les tubercules qui sont là. Nous avons des maniocs ici. Nous sommes là, on vit que de l'agriculture. C'est qu'il y a de quoi à ne pas négliger ce travail-là. Nous avons le manioc, nous plantons le maïs, les patates douces, les gombos, les piments et toute une variété. Ce qui
souvent produit pendant la saison pluvieuse. Comment est-ce que l'agriculture peut être un point positif, un levier positif pour le Congo? Ce que je disais effectivement dans mon livre, on regarde l'agriculture, c'est un secteur aujourd'hui qui est encore sous-exploité. Tout ce qu'il faut savoir, la RDC, c'est environ 800 000 km² de terres arables. Si vous prenez la superficie totale de l'Ukraine, c'est 600 000 km². La France, 550 000 km². Donc on voit qu'une portion de la RDC, qui a des terres arables, et qui aujourd'hui sont exploitées uniquement à hauteur de 10% à peu près, si on arrivait à mettre les moyens pour développer l'agriculture intensive, déjà on arriverait à un niveau d'autosuffisance au niveau du pays, et on serait capable de nourrir, figurez-vous, quasiment 2 milliards d'individus dans le monde. Donc quand on voit que l'Afrique dans 25 ans, c'est 2 milliards de personnes, donc je pense que l'agriculture est un vrai levier, donc il faut investir là-dedans, il faut investir dans les infrastructures, et il faut aussi un point qui est important et moi qui me touche un petit peu, c'est le secteur financier, pour financer justement les investissements liés au secteur agricole. C'est que la RDC aujourd'hui est dépourvue de banques de financement et d'investissement. Pourquoi? Parce que quand vous avez des banques de financement et d'investissement, ces banques ont ce qu'on appelle une approche sectorielle avec une expertise qui est capable de jauger différents secteurs d'activité tels que les mines, l'agriculture, l'industrie, etc. Et à partir de là, avec cette approche sectorielle, les experts sont à même de mesurer quelle est la rentabilité sur certains projets. Et on sait qu'aujourd'hui, les taux de financement en Afrique sont particulièrement élevés. Pourquoi? L'une des réponses réside dans le fait qu'il y a une méconnaissance des clients, il y a une méconnaissance des secteurs d'activité, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de données pour mettre en place des modèles d'octroi de crédit. Et donc du coup, le risque, c'est un peu technique ce que je dis, est élevé. Et comme le risque est élevé, ça se ressent sur les coûts. Donc il faut qu'on ait une approche sectorielle qui permettra d'augmenter les financements au niveau du secteur agricole et booster ce secteur-là. Alors j'ai entendu beaucoup parler de la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui au niveau du Congo, on a comme on appelle un secteur privé qui est fort? Est-ce qu'on a des champions nationaux? J'ai aussi entendu parler des ressources. On a parlé énormément des ressources. On sait tous que le Congo aujourd'hui est l'un des moteurs en termes de ressources naturelles et tout. Qu'est-ce qui est fait concrètement au niveau du Congo pour transformer les ressources? Parce qu'on peut dire que le Congo a 1 milliard de ressources. S'il n'y a pas d'éléments tangibles, concrets pour transformer ces ressources-là, demain on va se retrouver un an après ici, on va reparler des mêmes choses. Je dirais au cours de ces 30 dernières années, avec disons la démocratie, on s'est rendu compte que beaucoup d'hommes politiques qui sont aujourd'hui aussi des hommes d'affaires. Si vous prenez par exemple le président de l'Assemblée nationale, non, le président du Sénat, Bahati, c'est quelqu'un qui est très riche. Voilà. Donc vous avez cette, on va dire quoi, collusion comme ça, hein, entre la politique et le monde des affaires qui enrichit plutôt les hommes politiques. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, concernant l'industrie, il y a très peu d'industrie. Ouais. Le Congo a connu des difficultés au niveau de l'industrie, surtout avec les pillages de 93, tout ça, 91, 93, et depuis le pays a eu du mal à se relever, justement, et tout ça. Alors, si j'essaie de répondre aussi par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure, à la réponse de Junior, j'ajouterais toujours cette histoire de politique, c'est-à-dire la volonté des politiques de définir des vrais projets dans leur programme économique. Il en faut, parce qu'on ne peut pas toujours rester sur les lignes tracées par les organisations internationales. Donc, il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Et ce qui est d'ailleurs embêtant dans cette affaire-là, quand vous discutez, moi je me rends de temps en temps au Congo, quand je discute avec les gens disent toujours « Ah oui, il n'y a pas d'argent ». Comment se fait-il que toutes les banques sont aux mains des Indiens, Pakistanais? Ah non, c'est eux qui ont l'argent. Alors, on se dit, mais ces gens-là, quand ils sont arrivés au Congo, ils n'avaient pas d'argent.
Alors comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est eux qui sont justement les détenteurs de banques, donc ils ont gagné l'argent ici au Congo. Voilà, donc il y a justement cette volonté, il faut qu'il y ait la volonté politique, il faut que les hommes politiques aient des projets clairs d'organisation, de la production, du financement, parce que le potentiel est là, je dirais même que l'argent est là. À partir du moment où l'État collecte les impôts, donc avec ces impôts-là, vous pouvez offrir une banque. Ouais, ils peuvent faire beaucoup de choses. Donc, je crois l'enjeu du Congo aujourd'hui, c'est très politique. Une fois que ce problème-là est réglé, le problème de la corruption est réglé, beaucoup de choses peuvent se déployer. Mais il faut vraiment régler cet aspect. La peur revient souvent dans votre débat. On parle de peur, on parle de corruption, mais dans quel pays d'Afrique actuellement il n'y a pas eu de corruption? Là où je veux en venir, j'y viens un peu doucement, la corruption est partout, on le voit bien. On voit bien qu'est-ce que ça a occasionné, on voit bien que c'est un manque d'équité au niveau des partages des richesses. Mais là où je trouve que c'est fort pour le cercle, c'est que vous avez trouvé la solution. Enfin, je viens de trouver une constante à cette solution ce soir. Quand vous avez dit, il faut dématérialiser. Effectivement, parce que ça aurait été la solution pour le Sahel, par exemple. On voit bien ce qui se passe actuellement. Si ils avaient fait comme ce que vous êtes en train de faire, je pense que ça aurait été différent. Après, ça n'engage que moi, encore une fois. On dit qu'il faut une réelle volonté politique. Une réelle volonté politique à partir du moment où les politiques sont intéressés par ça. Parce qu'actuellement, ils en tirent un avantage, on ne va pas se leurrer. Voilà, donc bienvenue à votre idée, le cercle. Une société qui s'appelle Fresh Africa, qui justement a ce cercle vertueux qui permet, grâce à la blockchain, de faire une traçabilité sur tout ce qui est circuit, producteur, jusqu'au consommateur. Donc ça existe et bien entendu ça peut faire l'objet d'autres débats. J'aimerais rebondir sur le commentaire que mademoiselle Madame a fait au niveau de la dématérialisation et au niveau du mouvement des flux. Le blockchain, c'est pas vraiment utilisable, pas vraiment de banque qui l'utilise actuellement pour traiter des flux financiers ou autres. En l'occurrence, tout le monde a un téléphone portable. Ils ont tout le monde a un portable, plusieurs GSM. Les comptes, exactement, les comptes en banque dans beaucoup de pays, pour justement éviter, parce qu'on voit la corruption, quelles sont les solutions. C'est ça la digitalisation. Utiliser les téléphones portables, les réseaux bancaires pour avoir les comptes en banque. C'est ce que la Chine a fait par exemple. Vous allez dans un marché à Péon, dans un petit village, la vendeuse a son compte en banque sur WeChat. C'est-à-dire sur WhatsApp, un équivalent de WhatsApp local par exemple. Et là, avec des réseaux qui existent, ça peut être Swift ou d'autres, ou Ripple ou autres, là, il n'y a pas besoin d'intervention de l'État ou d'autres. Parce qu'une banque qui est acceptée, puisque pour accéder à Swift, c'est ouvert à tout le monde, il faut répondre à certains critères, mais si vous avez ces critères, que ce soit une banque nigériane, congolaise ou autre, elle peut y joindre. Donc en fait, bon, je sais qu'il y a la corruption, tous ces problèmes, mais je pense vraiment qu'il y a aussi vraiment une vraie place à l'entrepreneuriat privé pour contourner, pardon, j'ai un accent, je parle mal français, pour contourner en fait une partie, pas tous, de ces problèmes liés à peut-être une corruption ou autre, qui en fait les fonds arrivent directement à la personne. Et les fonds sont tracés grâce justement au fait que ça passe par un circuit fermé en fait. Il faut profiter justement des nouvelles technologies. Et si on prend par exemple ce cas-là, les RDC, je crois que c'est à peu près taux de bancarisation de moins de 15%. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas confiance aux banques. Les infrastructures pour avoir cette banque digitale sont manquantes parce que dans les coins les plus reculés, on n'a pas accès à Internet, mais on a tous un téléphone portable. Donc il y a un vrai effort, comme on le disait tout à l'heure, d'investissement massif dans les infrastructures, notamment du numérique, pour que même dans les coins les plus reculés, les gens puissent faire les paiements via ce système de banque en ligne ou de banque à distance. On voit un petit peu partout qui se développe un peu en Afrique. Moi j'ai une question sur la jeunesse.
qui est aujourd'hui une des ressources dont est la plus dotée la RDC. Alors pensez-vous que cette jeunesse est une manne bénite qui va vraiment aider le Congo à éclore, ou plutôt c'est une bombe à retardement, parce que quand on voit la jeunesse congolaise actuelle très peu éduquée, qui subit des injustices de toute forme, c'est une cible facile pour toute forme de radicalisation et extrémisation. Je pense notamment au terrorisme, qui est aujourd'hui une gangrène qui menace la stabilité de plusieurs pays africains. C'est bien parce que les dernières questions étaient plutôt sur le côté social, sur le côté humain. Et ma question c'était comment aujourd'hui on donne espoir aux Congolais, tout simplement. L'espoir aussi qu'on donne aux jeunes vient aussi de nous, cette diaspora on voit qui est de plus en plus impliquée. Et moi je vois aussi beaucoup de jeunes, que ce soit congolais ou d'autres pays, comme le Mali, le Sénégal, qui veulent aussi s'investir dans leur pays d'origine. Et ça aussi quelque part c'est un message d'espoir que pour le futur de demain, cette jeunesse qui aujourd'hui est dans un état d'esprit qui est différent, cette jeunesse qui devient de plus en plus aussi panafricaine, qui se reconnaît à travers certains leaders comme Thomas Sankara, Cheikh Anta Diop, et Patrice Lumumba, pour parler de la RDC. Donc il y a un vrai espoir, mais nous en tant que diaspora, on continue effectivement au travers de nos actions à donner ces images positives. Et en tout cas, ce que je peux dire comme mot de conclusion, c'est qu'il y a un vrai message d'espoir qu'on peut donner aujourd'hui à la population congolaise. On a une diaspora qui est de plus en plus mobilisée. On a une jeunesse africaine qui est aujourd'hui très concernée, très impactée. Et je pense que si le gouvernement met en place les solutions nécessaires pour l'essor du Congo, le Congo pourra demain redevenir une grande puissance au niveau de l'Afrique centrale. Nous voilà donc à la fin de cet événement. Je rappelle qu'on était au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale française, et on a été invité par le SEC Niara Congo, qui est une association qui porte l'esprit de l'économie congolaise et de toutes les actions au sein du Congo. Je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko réalisait cette émission. Et je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa.